Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Collection Logique Sociale, série Sociologie du genre. Cette série propose des recherches qui s'appuient sur le paradigme sociologique du genre comme mode de compréhension et d'interprétation des logiques sociales. Domaine en plein développement, les recherches genrées sont aujourd'hui centrales en sciences sociales. La série cherchera à proposer des recherches théoriques et empiriques dans l'esprit général de la collection Logique Sociale. Dernière parution. Fanita Cohen, Les images des femmes dans la publicité au début du XXIe siècle en France, 2020. Sophie Vignon, Les femmes dans les manades en Camargue, Faire comme un homme et garder sa féminité, 2018. Marie-Zoé MFOUMOU, Communication et analyse des relations interpersonnelles de la femme dans le roman africain francophone, 2017. Laurence Grandchamp, Roland PFEFFERKORN, Dire Résistance et émancipation des femmes du Sud, 2017. Nadia Araujo-Guimaraes, Margaret Maruani, Bila Sorge, Dire Genre, race, classe, travailler en France et au Brésil, 2016. Marie-Zoé MFOUMOU, La professionnalisation des métiers féminins. L'exemple du secrétariat au Gabon, 2016. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, tome 3, Le système de recolonisation perpétuelle, 2014. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, tome 2, L'enfantement des humains ou l'accouchement existentiel d'une nouvelle existence, 2013. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, tome 1, La féminité et le réel prosaïque de la vie des humains, 2013. Aurélie Damam, Genre, action collective et développement. Discours et pratiques au Maroc, 2013. Avant-propos. Comment devient-on féministe ? Est une question simple, facile à comprendre, qui ne trouble rien et ne dérange personne. Féministe peut être remplacé par architecte, secouriste ou démocrate. Tout le monde comprend que la question porte sur le processus par lequel un sujet acquiert une identité qui l'inscrit dans un groupe. Depuis longtemps déjà on répète sur tous les tons, on ne n'est pas féministe, on le devient. Grâce à de récents travaux, il est possible de mieux comprendre ce processus et d'en présenter les principaux aspects. C'est à cela que se destinait originellement cet ouvrage. Il est vite paru évident que la question principale était le négatif de la première. Pourquoi ne devient-on pas féministe ? Les idées féministes se sont imposées, elles sont devenues majoritaires, elles ne cessent de progresser. Alors pourquoi le féminisme a-t-il toujours été minoritaire ? Cette situation est un invariant. Quel que soit le milieu social, l'époque et la définition que l'on propose du féminisme, seule une minorité de personnes se déclarent ou se considèrent comme féministes. Peut-être jugera-t-on sans importance que l'on adhère aux idées féministes, tout en ne voulant pas se déclarer féministe. Mais que dirait-on de quelqu'un qui afficherait des idées démocratiques, tout en refusant de se déclarer démocrate ? Qu'il n'est pas réellement démocrate. Pourquoi ne devient-on pas féministe ? Est une question plus complexe que la première et plus dérangeante, parce qu'elle concerne tout un chacun et non plus un petit groupe. Ce n'est pas seulement la question principale et la plus difficile, c'est aussi la plus intéressante. Introduction. J'ai rencontré une jeune étudiante qui faisait un mémoire sur la sexualité. Cela a fait tilt et je me suis retrouvée féministe. Edith. Lorsque je suis allée chercher ma première pilule, le pharmacien a exigé que je présente ma carte d'identité et que je signe un registre. Je hurlais de rage. Marilyn. C'est l'omniprésence de clichés publicitaires racoleurs sur la voie publique qui m'a amenée à m'intéresser au féminisme. Fred. Je suis devenue féministe sans le savoir, au cœur d'une colère contre mes parents qui me présentaient un modèle bien différent de celui proposé à mes frères. Marie Chou. J'ai quitté mon mari après une longue psychothérapie, qui m'a révélé à moi-même. J'ai dû devenir féministe pour comprendre, dire et vivre ce que je suis. Blandine. J'avais 7 ans, et ma grand-mère a vu passer un bus conduit par une femme. Elle a dit que ce n'était pas un métier de femme. Cela m'a choquée dans ma tête de petite fille, et c'est toujours resté avec moi. Annick.
Ces déclarations sont extraites de la rubrique « Comment nous sommes devenus féministes » du site du collectif Encore Féministe. Ces témoignages de 23 femmes et 5 hommes, rédigés entre 2006 et 2009, sont une goutte d'eau dans le vaste océan des écrits autobiographiques féministes. Mais on retrouve aisément dans ce petit échantillon quelques lignes de force en réponse à la question « Comment devient-on féministe ?» Il y a l'événement fondateur de la prise de conscience, celui dont on se souvient toute sa vie. Les agressions sexuelles, la rencontre avec une féministe, la lecture d'un livre. Ou tout au contraire, le flou des origines, la lente maturation. Quant aux motivations, elles s'étendent de la pulsion intérieure à l'indignation devant un monde inégalitaire, que l'on a toujours abhorré. Le mot « toujours » revient souvent, y compris sous sa forme plénière. Je pense que je suis féministe depuis toujours. Il naturalise une inclination qui est décrite ailleurs comme un basculement, une conversion, comme si le féminisme était la révélation d'une nature cachée de l'être, faisant de lui un born again. Sauf qu'il n'y a pas ici de péché à effacer, mais simplement la conviction d'être enfin soi-même, comme en témoigne ce sentiment de fierté qui sature les témoignages. Pour ces membres du réseau Encore Féministe, le féminisme est une évidence, une vérité éclatante. Mais cette vérité est loin d'être partagée par toutes les femmes, et s'engager dans le féminisme, c'est affronter l'épreuve du feu. Ce petit échantillon est incomplet. En particulier, le rôle de la transmission féminine est y peu visible, à l'exception d'un témoignage se félicitant d'être né dans une famille de maîtresses femmes. C'est sur une autre page du site que l'on peut lire « Je suis devenue féministe », car j'ai été très tôt sensibilisée aux injustices de la situation des femmes grâce à ma mère qui nous a répété à ma sœur et à moi, dès notre petite enfance, qu'une femme devait être indépendante. Dans les féministes de la deuxième vague, Christine Bard a clairement tracé le programme à suivre pour répondre à la question « Comment devient-on féministe ?» On ne naît pas féministe, on le devient. Quand ? À quel âge ? Sous l'influence de quels facteurs, de quels événements privés ou publics ? À la faveur de quelles rencontres ? Dans quel contexte ? Avec quelle sorte d'identification ? Quel modèle ? Après quelle lecture ? Ou quels enseignements ? Quelle différence entre le devenir féministe d'un homme ou d'une femme ? Bard 2012/21. Mais à qui s'adresse ce faisceau de questions ? Autrement dit, qu'entend-on par féministe ? Qui est féministe et qui ne l'est pas ? Les travaux sur l'identité des féministes portent soit sur des personnes engagées dans la lutte pour l'égalité des sexes, les militants ES, soit sur des personnes simplement réceptives aux idées féministes, les sympathisants ES. Les premiers sont utiles pour répondre à la question « Comment devient-on féministe ?» Première partie, et les autres pour comprendre pourquoi on ne devient pas féministe, seconde partie. Il existe 1001 définitions du féminisme et des féministes, chacune ancrée dans une époque, un milieu, un groupe, voire un individu. Le très large éventail d'opinions, d'attitudes et de comportements que recouvrent ces notions incite à les tenir pour brumeuses et d'un maniement délicat, comme l'attestent toutes les introductions aux thèses dont il sera fait mention. Mais ce flou originel peut être partiellement dissipé en prenant pour critère l'endossement individuel, qui permet de cerner un noyau féministe, composé des figures les plus représentatives des trois grandes vagues du mouvement. Car même dans un sens imprécis, le féminisme demeure un marqueur identitaire. Je pense ou non être féministe, j'accepte ou non d'être désigné assignation ou de me présenter revendication comme féministe. On considérera donc provisoirement comme négligeables certaines catégories, comme celle du féministe malgré soi ou du féministe, mais, pour se concentrer sur les militants ES et les soutiens actifs de l'espace de la cause des femmes qui constituent l'objet de la première partie. C'est sur cette élite que porte l'imposant Dictionnaire des féministes publié en 2017 sous la direction de Christine Bard. À la fois lieu de mémoire et cartographie du féminisme, cette somme de 420 notices biographiques, 393 femmes, 28 hommes, peut à son tour servir de point de départ pour une recherche sur les origines individuelles de l'engagement féministe en France depuis le milieu du XVIIIe siècle. L'ouvrage est la résultante de plusieurs choix, les uns réalisés par un groupe de réflexion, choix des personnes et des thèmes à traiter, les autres par les 196 spécialistes ayant rédigé les notices, choix des informations biographiques. En dépit de la grande diversité des approches,
Le dictionnaire fournit une certaine image des facteurs déterminants du féminisme, qui permet d'interroger la formule « on ne naît pas féministe, on le devient ». Au moment où s'élaborait le dictionnaire, plusieurs thèses de sociologie et de sciences politiques sont venues apporter un éclairage spécifique sur les mémoires féministes depuis 1970, Charpenel 2014, sur l'espace de la cause des femmes en France, Chabassier 2014, sur L'. Engagement féministe des hommes depuis 1870, Jacquemart 2015, et sur la sociologie des féministes des années 1970, Masclet 2017. Les travaux des trois chercheuses rassemblent près de 400 questionnements et interviews de militantes parisiennes et provinciales, qui s'ajoutent aux 173 profils de femmes nées après 1930 figurant dans le dictionnaire pour compléter l'image du féminisme de la deuxième vague, donnée par l'enquête de Françoise Pic auprès de 122 militantes parisiennes du MLF, Pic, 2012. L'abondance des sources et la présence vivante de nombreuses actrices de cette époque expliquent la surreprésentation des années MLF dans les études consacrées au féminisme. Aujourd'hui encore, bien que l'on parle couramment de troisième vague ou de post-féminisme, l'image du féminisme repose largement sur des traits hérités des années 1960 à 1990, les 30 glorieuses du mouvement, auréolées à tort de la pureté des origines. S'interroger sur la manière dont on devient féministe est d'ailleurs un legs de ces décennies, qui ont vu la construction des espaces du disciple féministe fondés sur l'axiome « le privé est politique », Charpenel, 60. C'est alors que le récit de vie s'introduit dans la culture féministe. À côté de cette avalanche de témoignages qui ont souvent la fraîcheur et la force de conviction de l'oralité, la documentation sur la première vague féministe paraît plombée par l'archive écrite, souvent indirecte ou de seconde main, avare de détails sur les motivations de l'engagement personnel. Ce contraste documentaire colore l'idée que l'on se fait du processus par lequel on devient féministe, et par là même en fausse la perception. Plus on s'éloigne de notre époque, plus les facteurs exogènes, origine sociale, socialisation secondaire, milieu professionnel, semblent prépondérants. Plus on s'en rapproche, plus l'engagement paraît le résultat d'un choix personnel, généralement en réaction contre le monde extérieur, c'est-à-dire envers ces mêmes facteurs. Comment je suis devenue féministe ? C'est simple. En me rendant compte d'un tas de faits et actes sexistes tout au long de ma vie. Comment je suis devenue féministe ? Par tempérament, l'injustice m'a toujours été insupportable. Cette vision subjective du passé présente l'engagement féministe comme un choix évident, naturel, une affaire de complexion, de sensibilité personnelle. Cette attitude empreinte de naïveté, le terme n'a rien de péjoratif, on y reviendra, résulte de la quête d'autonomie, qui est le moteur principal des récits autobiographiques. Or, le motif invoqué ne singularise pas le sujet. Quoi qu'on en pense, le rejet des injustices est la chose au monde la mieux partagée. La question qui se pose alors est plutôt de savoir pourquoi ce rejet n'induit pas, dans l'immense majorité des cas, un engagement féministe. Assurément, il est plus facile de comprendre comment on devient féministe, première partie, que de comprendre pourquoi on ne le devient pas, seconde partie. Première partie, comment devention féministe ? Chapitre 1, l'élite des féministes. À la recherche d'un dénominateur commun. Depuis près de 150 ans qu'existe le féminisme et les féministes, ces mots ont fini par acquérir une telle plasticité que l'on peine à en dégager une définition minimale. On s'entend sur l'idée qu'ils dénotent une opposition aux inégalités entre les sexes, donc une volonté de rupture avec l'ordre ancien. Celle-ci est absente des emplois jugés dévoyés par les féministes. Par exemple, lorsque le personnage de Brigitte, créé par Berthe Bernage, révèle à son mari « Être féministe, c'est accomplir le beau métier de femme et de maman », Cognier, 1999 sur 246. L'exemple paraît caricatural, tant il contredit l'idée que le féminisme est avant tout une forme de contestation de la domination masculine. Mais il témoigne de ces frontières imprécises, ici entre le féminin et le féminisme, où se cultive d'insidieuses résistances à la cause des femmes. La même frontière est exploitée par Jean-Paul II lorsqu'il baptise Nouveau féminisme, le corpus de textes traditionnalistes qui constitue sa théologie de la femme. En tant que mouvement, le féminisme est discontinu,
Il a connu différentes phases pour lesquelles on parle de vagues et de creux. Après 2 vagues bien définies, la troisième déferle depuis les années 1990. En tant que groupement, le féminisme est hétérogène. Ce n'est pas la même chose que de militer ou de sympathiser, d'être un ou une féministe, d'être né en 1900 ou en 1950, d'avoir une vision universaliste ou différentialiste, d'accepter ou de refuser la mixité dans le combat. Ajoutons que le féminisme n'a jamais été autonome, qu'il a constamment été lié aux autres luttes sociales et politiques et qu'il ne peut être saisi hors de tout contexte historique. S'il ne s'agit pas d'une construction intellectuelle, d'une reconstitution fantasmée par ces militants ES, quelle prise offre-t-il donc à l'interrogation ? Comment devient-on féministe ? Quel dénominateur humain commun autorise à lancer une recherche sur un objet, aux contours incertains ? S'appuyer sur les mots, leur origine et leur émergence, ne suffit pas. Féminisme est utilisé pour la première fois dans un sens politique par Alexandre Dumas fils en 1872, tandis que Hubertine Auclair est la première à se dire féministe en 1882, à l'âge de 24 ans. Or le dictionnaire des féministes comprend plus de 60 noms de féministes, ne-accent-aigu.es avant Hubertine Auclair. 15% de l'élite du féminisme ont donc été potentiellement des féministes qui s'ignoraient. De ce point de vue, le féminisme est donc bien une construction d'aujourd'hui, visant à reconstituer un mouvement historique, la lutte pour l'égalité des sexes, qui n'a été nommé que tardivement. La résistance à la domination masculine est ancienne, mais c'est avec le féminisme que les femmes adviennent dans le récit historique, Perrault 2011. Préparant l'histoire des femmes puis celle du féminisme, il y eut le souci de militantes de la première vague d'inscrire dans l'histoire le combat des femmes de leur temps. Marie-Louise Bouglet réunit dans les années 1920 des milliers de livres et de documents. Marguerite Durand fonde en 1931 la bibliothèque féministe qui porte son nom. Dès ses débuts, le féminisme est un mouvement qui a conscience de devoir son existence à la transmission. L'aspiration à s'inscrire durablement dans l'histoire n'a cessé par la suite de s'accentuer, comme en témoigne la multiplication des récits de vie et la quête des origines, qui a sorti de l'oubli des figures tutélaires comme Christine de Pisan, Marie de Gournay et Poulain de la Barre. Que l'ouvrage d'un philosophe cartésien du XVIIe siècle devienne le livre de chevet d'une philosophe féministe du XXIe ne présente rien d'étrange, tant l'espace de la cause des femmes s'est dilaté à la dimension d'une vision globale du monde, au point de considérer aujourd'hui que la pensée féministe n'a point de sexe. La transmission, des idées, des événements, des attitudes et des comportements, semble bien constituer le dénominateur humain commun qui légitime la question « Comment devient-on féministe ?» Mais paradoxalement, cette transmission est parfois l'objet d'une amnésie individuelle et collective, qui frappe les féministes dans les moments de profonde mutation. Le propre des révolutions est de prétendre faire table rase du passé, y compris en négligeant leurs racines. Ainsi, après 1970 s'est installé le sentiment que le féminisme était né avec le MLF, dans la foulée de mai 68. Cet oubli des origines teinte de naïveté les témoignages et les slogans de cette époque. Libération des femmes. Année 0, titre un numéro spécial de Partisans à l'automne 1970. On retrouvera la naïveté dans d'autres situations. Loin d'être une forme d'ignorance totalement négative, elle indique l'attitude de ne pas préjuger. En cela, elle est la condition même de l'expérience phénoménologique qui consiste à ne pas juger des phénomènes par un savoir acquis d'avance, Miller, 2010. En l'occurrence, l'oubli des origines souligne le fait que chaque génération réinvente le féminisme, qui présente certaines caractéristiques d'une révolution permanente. Les militantes. Le dictionnaire des féministes est essentiellement consacré aux femmes, 393 noms. Les hommes, peu nombreux, 28 noms, appartiennent presque tous à la première vague, seuls 3 d'entre eux sont nés après 1945, contre 25% des femmes. Cas particulier s'il en est, l'homme féministe sera traité plus loin, chap. 3. À la lumière des travaux qui lui ont été consacrés. D'ici là, et sauf mention contraire, le terme de féministe désignera des femmes. Leur inscription dans le dictionnaire révèle leur appartenance à l'élite du féminisme. Des femmes profondément engagées, qui ont joué un rôle important dans l'histoire du mouvement. Toutes n'ont pas été affiliées à un groupe ou à un collectif,
mais pour les distinguer des sympathisantes, elles seront désignées comme des militantes au sens large du terme, celles qui luttent, qui se battent les armes à la main. Ces catégories recoupent partiellement deux concepts, la compassion et l'engagement, développés par Amartya Sen dans un texte célèbre, Des idiots rationnels. Si l'existence de la torture vous rend malade, c'est un cas de compassion, si vous ne vous estimez pas personnellement atteint, mais si vous pensez que c'est un acte condamnable et si vous êtes prêt à faire quelque chose pour l'empêcher, c'est un cas d'engagement. Sen 1983-2009/97. Chez les féministes, les militantes et les sympathisantes se distinguent par une conscience différente des inégalités. À travers le slogan « Le privé est politique », les premières revendiquent la dimension collective des injustices qui les frappent personnellement. De manière générale, les militantes féministes du dictionnaire appartiennent à l'élite sociale. On peut dire de beaucoup de ces femmes, parfois issues de milieux modestes, qui sont devenues des personnalités connues, souvent célèbres, qu'elles ont réussi. En témoigne notamment le nombre de celles qui ont été jugées dignes de recevoir la Légion d'honneur, 57, soit 14,5%, 1 sur 7. La sociologie des militantes est largement déterminée par le fait que le féminisme est un mouvement d'idées, dont le développement repose sur la culture écrite, à laquelle les femmes ont eu tardivement accès. Les livres, les journaux, les bulletins, les manifestes occupent une place importante dans les notices biographiques, même si la réflexion féministe est inséparable des conversations, des réunions, des conférences et des débats. Les militantes sont des femmes instruites, cultivées, avides de connaissances. Institutrices, professeurs, syndicalistes, avocates, médecins, journalistes, romancières, intellectuels et artistes sont les profils professionnels les plus nombreux. Le tableau chronologique des femmes féministes, tableau 1, est construit non sur leur date de naissance mais sur l'année où elles ont eu 20 ans, un âge choisi arbitrairement comme seuil d'entrée dans le monde adulte, les études supérieures ou l'activité professionnelle qui favorisent la prise de conscience et l'engagement féministe. On y lit le décollage du mouvement à partir de 1850, l'apogée de la première vague entre 1890 et 1920, puis le creux relatif de l'entre-deux-guerres. La suite est moins claire car on passe de l'histoire ancienne qui fait consensus à l'histoire contemporaine faite de choix parfois drastiques. Le dictionnaire est une auto-représentation du féminisme en ce début de XXIe siècle. Il fait logiquement la part belle à la deuxième vague, si proche de nous que bien de ses représentantes sont encore actives. Les femmes ayant atteint leurs 20 ans entre 1945 et 1974 représentent 42% du corpus. Elles ont aujourd'hui, en 2020, entre 66 et 95 ans. Celles qui ont eu 20 ans entre 1975 et 2001, la plus jeune est née en 1981, forment 8% du corpus. Le tableau donne ainsi l'impression d'un effondrement du féminisme dans la génération de celles qui ont aujourd'hui entre 40 et 65 ans. Il n'en est rien, bien entendu, cette impression résultant à la fois des choix des auteurs du dictionnaire, soucieuses d'en faire un lieu de mémoire plutôt qu'un dossier d'actualité, et d'une mutation du militantisme, qui s'inscrit moins qu'auparavant dans des organisations certifiées féministes. Tableau 1, chronologie des femmes féministes. Date de naissance +20, lecture 4 femmes FE accent égumine. Ont atteint leurs 20 ans entre 1850 et 1854. Source, 393 notices du Dictionnaire des féministes. Tableau 2, facteur déclencheur de la prise de conscience féministe ETOU, de l'engagement féministe. Source, 304 notices du Dictionnaire des féministes. Sigle. JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne JEC, Jeunesse étudiante chrétienne. MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. MLF, Mouvement pour la libération des femmes. LFDF, Ligue française pour le droit des femmes. Planning, Mouvement français pour le planning familial. UFCS, Union féminine civique et sociale. UFSF, Union française pour le suffrage des femmes. UNEF, Union nationale des étudiants de France. Comment les militantes sont devenues féministes. Discrètes ou bien visibles, la transmission a assuré la continuité du féminisme et constitue l'une des clés de sa compréhension. Ces modalités ont connu bien des transformations. Le dictionnaire offre une première approche, générale et encore imprécise, de la manière dont les militantes sont devenues féministes.
Toutes les notices ne fournissent pas des informations sur les facteurs déclencheurs de la prise de conscience et de l'engagement féministe. Soit parce que les auteurs n'ont pas jugé bon de les mentionner, soit, le plus souvent, parce que ces renseignements ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Nombreuses sont les militantes de la première vague, dont on ne connaît rien de leur vie avant qu'elles accèdent à la notoriété. En outre, cette époque se montrait bien plus discrète que la nôtre sur les événements et les choix relevant du privé, voire de l'intime. Au total, 304 notices sur 393 ont pu être exploitées. Les résultats sont résumés dans le tableau 2. Cette vue générale des facteurs déclencheurs du féminisme fait abstraction de la chronologie, autrement dit, écarte toute contextualisation en s'appuyant sur une définition sommaire du féminisme, ramenée à la lutte pour l'égalité des sexes et à la volonté de la transmettre. Plusieurs facteurs pouvant additionner leurs effets, le tableau présente 547 items, regroupés en catégories, elles-mêmes rassemblées par affinité mais sans ordre ni hiérarchie. Car l'individu qui est au cœur de cette interrogation appartient à de multiples cercles sociaux dont aucun a priori ne saurait prévaloir. Pas même la famille, qui occupe pourtant dans ce tableau une place importante. D'autre part, aucun des facteurs recensés ne suffit à éclairer l'engagement féministe. C'est une combinaison de facteurs qui détermine la démarche, l'un d'eux étant présenté comme plus déterminant que les autres. On ne devient pas féministe seulement pour avoir lu Beauvoir à 16 ans, ou pour avoir vécu mai 68, mais c'est cet épisode qui émerge du témoignage, laissant dans l'ombre les prédispositions qui l'ont rendu emblématique. Toutes les femmes qui ont lu Beauvoir ou qui ont vécu intensément mai 68 ne sont évidemment pas devenues féministes. Au total, la variété et la complexité des parcours de vie ne permet pas de brosser un idéal type de l'entrée dans le militantisme féministe, même à une époque donnée. En dépit de ses limites et de ses imperfections, le tableau offre quelques éléments de réflexion pour une première approche de la question. On y lit plusieurs classes de facteurs. L'événement intime, l'expérience des discriminations, l'appel des associations, les combats politiques, le milieu familial. L'événement intime. Dans les récits de vie, c'est tout naturellement que les féministes datent le moment décisif de leur existence d'un événement originel. Elles le font parce qu'elles se trouvent dans une situation de présentation de soi, donc de dialogue, qui implique de simplifier, de circonstancier la source de leur devenir féministe. Il faut donc prendre avec prudence ces discours sur le mode de « je ne serais pas arrivé là si ». Il est rare de se réveiller un beau matin en ayant la révélation d'une voie lumineuse vers la vérité. C'est le plus souvent dans l'adversité que l'on devient féministe. Le choc traumatique en est le mode le plus violent. Mais sur plus de 300 cas, on en dénombre à peine une dizaine, dont 3 viols, 2 avortements et un accouchement traumatisant, les autres faisant suite à un décès. Les discours de vie qui se tiennent sous le régime de l'aveu sous-estiment notoirement les violences d'ordre sexuel. On avoue plus facilement une lecture prestigieuse et valorisante que l'agression sexuelle par un membre de son entourage. La révélation d'une orientation lesbienne, 13 cas, voire transsexuelle, 2, est souvent avancée chez les féministes de la deuxième vague comme un événement intime, à la fois libérateur et fondateur. L'identité lesbienne est devenue dans les années 1970 une identité collective et politique, où a fleuri la proposition « on ne naît pas lesbienne, on le devient ». Mais bien des témoignages viennent la contredire. Les lesbiennes devenues ne sauraient éclipser les lesbiennes de toujours. À toutes les époques, ce qu'on a appelé la lecture de salut, Mauger, Poliak, Pudal, 1999, a joué un rôle important dans la prise de conscience féministe en venant légitimer la transgression des normes de la féminité, Albenga, Bachmann 2015. On croise ainsi dans le dictionnaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.